Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 pour votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité, les forces de sécurité somaliennes en état d'alerte. Des explosions ont retenti tout près de l'aéroport de Mogadiscio, à quelques pas seulement du local où députés et sénateurs sont attendus demain pour désigner le futur chef de l'État. Quelle est la situation ce soir à Adiaké en Côte d'Ivoire? La ville est comme paralysée. Tout au long de la journée, des soldats des forces spéciales ont tiré à plusieurs reprises en l'air. Nous ferons le point dans ce journal avec Anna Sylvestre Trainer. Elle est sur place pour France 24. Et puis, direction Madagascar à la fin de ce journal. Vous verrez que là-bas, la période des règles est un véritable parcours du combattant pour les femmes. Des tirs de mortier ont résonné près de l'aéroport de Mogadiscio en Somalie, à quelques pas du hangar où sont attendus ce mercredi les sénateurs et députés. Ils doivent désigner le futur chef de l'État. Soutenu par les Nations Unies, ce scrutin avait déjà été repoussé 4 fois. Voyez ce reportage de Duncan Woodside et Thaïs Brock. À quelques heures du vote, pour les forces de sécurité, c'est répétition générale. Soldats de l'Union africaine, armée régulière somalienne, police. En tout, plusieurs milliers d'hommes sont sur le pied de guerre. Le lieu du vote a donc été déplacé de l'académie de police à la zone la mieux protégée du pays, l'aéroport international. Dès ce mardi, toute la ville était en état d'urgence, les rues vidées de leurs habitants. Seul moyen de circuler, un convoi armé escorté par la police. 24 candidats sont en lice pour le scrutin. Ils seront élus au suffrage indirect par les membres du Parlement. La composition de cette assemblée est déjà une victoire pour la commission électorale. Ça va être la première fois en Somalie que nous allons avoir 25% de femmes au Sénat et dans la deuxième assemblée. Réussir à organiser des élections en Somalie est déjà un progrès en soi. Mais, selon les observateurs, le scrutin des législatives a été entaché par des fraudes massives. Le processus a été marqué par beaucoup de corruption, de subordination et d'intimidation. Nous avons constaté un nombre très important de ce genre de cas. Comme un avertissement, Chebab, ce mardi soir, 3 tirs de mortier ont résonné dans Mogadiscio. Le résultat de ce scrutin sous haute tension devrait être connu ce mercredi en fin de journée. Des rues désertes, des écoles fermées et des habitants enterrés chez eux. La confusion a régné aujourd'hui sur la base militaire d'Adiaké. C'est environ 90 km d'Abidjan. Aux premières heures du jour, des soldats ont tiré en l'air. Et puis, plus au nord, à 700 km de là, même scénario dans la ville de Tangrela, non loin de la frontière avec le Mali. Des membres des forces spéciales ont investi les rues et eux aussi ont ouvert le feu. On vous retrouve en direct. Anna Sylvestre Trainer. Bonsoir Anna. Dites-nous, le calme est-il revenu ce soir à Adiaké? Oui, un calme précaire est revenu. Ce soir, les armes se sont tues, selon un habitant que nous avons pu joindre sur place, mais qui nous le précisait. Tous sont encore très effrayés et terrés dans leur maison après cette journée où des tirs n'ont cessé de retentir. Ce sont cette fois des membres des forces spéciales, un corps d'élite donc de l'armée ivoirienne, dont un camp est situé en bordure de cette petite ville du sud-est du pays, qui ont fait savoir leur colère. Cagoulés, ils se sont postés aux entrées et sorties de la ville. Ils ont tiré en l'air, patrouillant dans les rues. Selon nos informations, ils veulent obtenir la même prime que celle qu'ont eu les mutins en janvier. 8500 soldats d'anciens rebelles avaient obtenu 12 millions de francs CFA chacun. Une délégation composée notamment du chef d'état-major des armées, du commandant des forces spéciales, du chef d'état-major particulier, du président ivoirien s'est ainsi rendu sur place dès cet après-midi. Cette délégation est de retour et est en train de rendre compte au ministre de la Défense, mais on ne sait pas encore quelle sera la réponse du gouvernement ivoirien à ces nouveaux mutins. Est-ce qu'on peut dire, Anna, que le pouvoir fait face à une importante grogne sociale en ce moment ?
Le scénario d'aujourd'hui est en effet malheureusement connu depuis le début de janvier, depuis le début de l'année ici en Côte d'Ivoire. Vous vous en souvenez, après la mutinerie qui a eu lieu à Bouaké tout début janvier, cela a touché d'autres villes du pays comme Yamoussoukro ou Abidjan, ici la capitale économique. Et puis il y a ensuite eu les gendarmes, les pompiers qui ont fait savoir leur colère. Enfin, les fonctionnaires sont en pleine négociation après 3 semaines de grève. La grogne sociale se fait donc entendre dans de nombreux secteurs ici en Côte d'Ivoire. Et en réalité, les primes qui ont été accordées rapidement aux premiers mutins semblent avoir renforcé la détermination de certains et aiguisé certains appétits. Un grand merci à vous, Anna, pour toutes ces précisions. 2700 km de barbelés dressés au milieu du désert. Voilà 37 ans que le mur de défense, comme l'ont baptisé les autorités marocaines, sépare le nord et le sud du Sahara occidental. Depuis 1975, la zone est placée sous l'autorité de Rabat, mais le royaume a concédé l'autonomie aux Sahraouis. Le Front Polisario lui revendique la souveraineté de ce territoire. Au milieu de ce conflit, la souffrance de plusieurs dizaines de familles séparées par le mur de sable. Nicolas Germain. Nous sommes à El Mabès, un territoire sous contrôle sahraoui. De l'autre côté des barbelés, des soldats marocains. Le Maroc parle d'un mur de défense. Il a été construit dans les années 80 et fait 2700 km de long. Le royaume chérifien contrôle 90% de ce territoire, revendiqué par le Front Polisario. Je vis d'un côté du mur et mes parents de l'autre. C'est très difficile. Je n'ai plus personne du côté de mon père ici. À Tindouf, en Algérie, non loin de la frontière marocaine, les partisans de l'indépendance ont ouvert un établissement appelé Musée de la Résistance. Une partie du peuple sahraoui vit sous l'occupation marocaine et une partie dans les régions libérées. Ce mur sépare des familles entières. Le mur marocain est entouré de champs de mines. D'après les experts, le Sahara occidental est même l'un des territoires les plus minés au monde. Le Maroc propose aux Sahraouis une autonomie sous sa souveraineté, ce que rejette le Front Polisario. L'ONU a suggéré un référendum d'autodétermination. Il a été maintes fois repoussé en raison de désaccords sur la composition du corps électoral. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la reprise du dialogue entre la Tanzanie et le Malawi. Au cœur de la discorde, le lac Malawi, situé à la frontière entre les deux pays. Une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz. Les voisins s'écharpent sur ce dossier depuis plus de 50 ans. En 2012, le Mozambique avait tenté une médiation, mais ses efforts étaient restés vains. Après l'avoir boudé, les touristes semblent de nouveau s'orienter vers la Tunisie, doucement mais sûrement. Au cours des 4 derniers mois, l'Office national du tourisme dit avoir enregistré une hausse de plus de 29% sur le marché français, 20% sur le marché européen. Autrefois très prisée, la Tunisie a du mal à se relever depuis les attentats de Sousse et du Bardo notamment. Elle se veut la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. 10 000 fidèles peuvent y être accueillis. Encore en construction, ce vaste complexe verra le jour à Accra au Ghana en mai prochain à l'occasion du mois de Ramadan. En plus d'un espace de prière, les fidèles auront à disposition un centre de soins, une cantine. Les étudiants en sciences religieuses pourront y loger. Les bureaux de la direction des affaires religieuses du Ghana y seront également installés. Un projet titanesque estimé à 12 millions de dollars, financé par les autorités turques. Le prochain sujet vous concerne davantage, mesdames. Selon la volonté de la nature, tous les 28 jours en moyenne vient le temps des menstruations. Une période souvent contraignante, fatigante et parfois douloureuse aussi. Mais vous allez voir que dans certaines régions du monde, à Madagascar par exemple, le temps des règles est un véritable problème sanitaire. C'est le reportage de Gaël Borgia. Chaque mois, la même galère. Quand elle a ses règles, cette mère de 4 enfants doit quitter son lieu de travail pour changer sa serviette et se laver. Un manque à gagner pour cette lessiveuse dont le salaire n'excède pas 1,50 € par jour. Lorsque j'ai mes règles, je ne peux pas travailler et donc mes enfants ne mangent pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Se laver 3 fois par jour, c'est un budget de 15 centimes d'euros, sans compter le savon. Les serviettes hygiéniques jetables coûtent cher, donc je suis obligée de porter 2 culottes et d'utiliser une 3e culotte en guise de serviette. À cause d'une politique sanitaire inefficace, 2 tiers des femmes malgaches n'ont pas accès à des toilettes sûres et propres, un droit humain pourtant fondamental.
Imaginez-vous que vous avez votre règle et vous devez changer votre serviette. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, alors vous devez aller dehors. Dehors, des gens peuvent vous voir, alors il n'y a pas de dignité. Dans le milieu rural, certains utilisent des feuilles d'arbres en guise de serviette hygiénique et elles ne bougent pas de la journée pendant leurs règles de peur que ça coule et que ça sente. Privées de toilettes, les femmes doivent également faire face au tabou. Ici, les règles sont un sujet honteux et sale, ce qui laisse des millions de femmes dans l'ignorance. Face à la détresse de nombreuses jeunes filles, Irine, à 25 ans, a créé le projet citoyen Healthy Girls pour des adolescentes maltraitées ou abandonnées, placées en foyer. L'objectif, leur donner des cours sur la puberté et leur apprendre à fabriquer des serviettes lavables pour une meilleure hygiène menstruelle. Une jeune fille malgache est toujours isolée pendant la période des règles parce que c'est l'affaire de la jeune fille. Les autres membres de famille ne parlent même pas. Et les cours de SVT à l'école également, c'était vraiment théorique. On leur enseigne des choses qu'elles ne comprennent même pas. Le budget du ministère de l'eau est de seulement 11 millions d'euros par an. Il en faudrait 10 fois plus selon le ministre. Depuis l'élection du président Ehr il y a 3 ans, il n'y a toujours pas de stratégie nationale d'assainissement public. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Vous restez sur France 24 puisque Paris Direct continue et c'est Aude Le Christ qui reprend la main.